Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, les pays du G5 Sahel et la France réunis ce lundi 13 janvier dans le cadre d'un sommet extraordinaire à Pau ont décidé de renforcer leur coopération militaire face à la recrudescence des attaques djihadistes. Le président français Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé l'envoi de 220 soldats supplémentaires pour les forces de l'opération Barkhane. Le maréchal Khalifa Haftar, qui s'oppose au gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU, n'a pas signé l'accord de cessez-le-feu accepté par son rival Fayez al-Sarraj et a quitté la capitale russe ce mardi. Cette énième tentative de résorber la crise libyenne aurait-elle également échoué? Élément de réponse dans la suite de ce journal. Et puis en Angola, Isabel dos Santos, fille de l'ancien président, et son épouse Syndicat Dakolo sont accusés d'avoir détourné plus d'1 milliard de dollars d'argent public. Leurs actifs ont été gelés par la justice angolaise. Isabel dos Santos dénonce une chasse aux sorcières. Ils se sont entretenus ce lundi 13 janvier. Pendant près de 3 heures, les présidents des pays du G5 Sahel étaient reçus à Pau, en France, par leur homologue Emmanuel Macron pour un sommet consacré à la situation sécuritaire au Sahel. Situation de plus en plus inquiétante. En effet, ces derniers mois, la région a observé une recrudescence des attaques djihadistes, la plus récente ayant touché le Niger. Le 9 janvier, 89 soldats nigériens ont perdu la vie dans l'attaque du poste militaire avancé de Chinégodar. À l'issue de ce sommet, la France et les pays du G5 Sahel ont décidé de renforcer leur coopération militaire, notamment à travers un nouveau cadre stratégique, Coalition pour le Sahel, axé autour de 4 piliers. Les chefs d'État ont également lancé un appel aux partenaires internationaux. Écoutons à ce propos le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. C'est cela qui nous amène à demander et à travailler à ce qu'il y ait une coalition internationale. Et cette coalition internationale, évidemment, regroupe aussi bien, la France, les pays du G5, nous avons l'Union africaine, l'Europe et tout autre partenaire qui veut participer à cette coalition internationale Sahel que nous avons décidé de mettre en place. Au-delà de cela, je voulais préciser également qu'au niveau de l'Union africaine, la dernière conférence des chefs d'État a réexaminé, la contribution de l'Union africaine à la lutte contre le terrorisme, qui intègre également, l'aspect militaire et l'aspect développement, et a décidé de contribuer pour un montant de 2 milliards de dollars, 2,5 milliards de dollars à la lutte contre le terrorisme également au niveau de la région, de la CEDEAO. Alors, c'est pour dire que nous comptons sur l'ensemble des partenaires pour accompagner l'ensemble de ce mouvement. Et ce que nous avons retenu, c'est qu'il nous faut des résultats probants rapides. Parce que nous jouons tous la crédibilité de chaque pays ici présent et la crédibilité de la coalition de façon générale, parce qu'il peut y avoir le sentiment qui ressort que nous ne sommes pas capables de pouvoir gérer le défi que nous avons en face. L'homme fort de l'Est de la Libye, le maréchal Khalifa Haftar, qui combat depuis avril 2019, le gouvernement libyen d'union nationale, reconnu par l'ONU, a quitté Moscou sans signer la trêve paraphée par son rival Fayez al-Sarraj ce mardi 14 janvier. Pour l'heure, Moscou parle d'une trêve prolongée de manière indéfinie et Berlin annonce la tenue dimanche 19 janvier d'une conférence internationale. Une énième manœuvre pour tenter de trouver une issue à la crise libyenne. Gladys Mwamba. Quel avenir pour la résolution du conflit en Libye? La question n'a pas trouvé de réponse. Après 7 heures de discussion, le maréchal Khalifa Haftar a quitté la capitale russe, Moscou, ce mardi 14 janvier, sans avoir apposé sa signature sur l'accord de cessez-le-feu, alors que son rival, Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'union nationale, a bien paraphé cette entente, une énième manœuvre pour tenter de trouver une issue à la guerre civile dans laquelle les citoyens vivant le long de Sirte sont enfermés depuis 2011. La plupart d'entre nous à Sirte, nous tenons à ce cessez-le-feu parce que nous avons versé trop de sang et perdu trop de vies. La Libye n'acceptera plus d'effusion de sang des deux côtés. Le cessez-le-feu est une sage décision.
Un cessez-le-feu pourtant non conventionnel a débuté depuis le 12 janvier entre le gouvernement libyen d'union nationale et l'armée nationale libyenne, décidé le 8 janvier par la Russie et la Turquie, ce qui témoigne de l'influence respective de ces deux pays sur la situation qui prévaut en Libye depuis le début de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar sur Tripoli en avril 2019. Plus de 280 civils et quelques 2000 combattants ont été tués, d'après les Nations Unies. Près de 150 000 Libyens ont été déplacés. Pourtant, la question du cessez-le-feu divise encore l'opinion publique. Je suis contre le cessez-le-feu parce que nous devons mettre en place des forces militaires et de police pour mettre fin aux milices, car elles ont causé de graves conséquences pour le pays. L'intervention des différents acteurs extérieurs au sein du conflit libyen fait craindre à la communauté internationale une dégradation de la situation. La fragilité du cessez-le-feu entre les deux camps fera l'objet d'une conférence pour la paix en Libye le 19 janvier 2020 à Berlin. Prévues entre septembre et décembre 2019, les élections locales en République démocratique du Congo n'ont toujours pas été organisées. Ces scrutins devraient coûter au Trésor public entre 250 et 300 millions de dollars. La Commission électorale nationale indépendante implore le gouvernement afin qu'il mette à disposition le budget nécessaire pour l'organisation de ces scrutins au cours de cette année 2020. Le point sur la situation dans ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commentaire Nathalie Mo. Les élections municipales en République démocratique du Congo ne sont pas encore organisées. Selon le calendrier électoral, ces élections devaient se tenir en 2019. Le pays qui fait face à plusieurs défis risque de passer outre ces échéances. Avec la promulgation de la loi des finances 2020, les attentes de la centrale électorale sont de voir le gouvernement s'y engager. Pour faire maintenant les élections dites locales et municipales, il faut débourser plus de budget que ce que nous avions déboursé pour les trois dans ces pays continents, sans infrastructure. Et voilà où nous en sommes. Donc, actuellement, la CENI est à mesure de réactualiser son calendrier. La Commission électorale nationale indépendante relève de nombreuses inquiétudes au cas où ces élections ne sont pas organisées au cours de l'année 2020. Le plus grand risque est celui de voir d'autres facteurs liés à l'organisation des élections rendre obsolète le fichier qui a été révisé en 2017. Si nous dépassons le décembre 2020, nous aurons déjà 2 ans et nous n'aurons pas moins de 3 à 4 millions de nouveaux majeurs depuis le 1er janvier 2019. D'où, même s'il faut faire ces élections, il faut débourser l'argent. Et avant que les fichiers de 2016-2017 ne soient obsolètes. L'effectivité de l'alternance s'accompagne avec ces scrutins à la base, surtout dans le contexte de la décentralisation du pouvoir que le pays expérimente depuis 2015. Pour bon nombre d'observateurs, le doute persiste quant à l'organisation de ces scrutins au cours de cette année. Pour rappel, les 2 précédents cycles électoraux de 2006 et 2011 se sont aussi déroulés sans les élections locales. Le combat entre la justice angolaise et Isabel dos Santos se poursuit. Celle qui réfute toutes les accusations à son encontre a vu ses avoirs en Angola ainsi que ceux de son mari gelés. La justice de son pays lui réclame le paiement d'un préjudice estimé à 1,1 milliard de dollars. Isabel dos Santos parle, elle, d'une chasse aux sorcières. Les précisions d'Aïssatou Diamant-Cabesland. Isabel dos Santos dément. Selon elle, toutes les allégations sont fausses. Toutes les allégations sont fausses. Pour rappel, le 30 décembre 2019, la justice angolaise a décidé de saisir les biens d'Isabel dos Santos et de son mari Sindika Dokolo. Elle réclame le paiement à l'État d'un préjudice estimé à 1,1 milliard de dollars. Une décision immédiatement contestée par le couple. Isabel dos Santos parle alors de chasse aux sorcières et de persécution politique.
Il y a une campagne en Angola au sein du parti politique, au sein du MPLA, pour neutraliser l'influence du président Dos Santos dans la vie politique angolaise. Et cela vient vraiment de la conduite d'une campagne qui remet en question son héritage. Récemment, son image a été retirée de la monnaie angolaise à partir des billets de banque. C'est donc un signal très fort qui montre que son héritage doit être effacé. La gestion financière des sociétés étatiques pétrolières, la Sonangol, ou diamantifères, la Sodiam, sont mises en cause. Exem Energy BV, présentée comme une entreprise appartenant au couple, doit 75 millions d'euros au total à la puissante compagnie pétrolière Sonangol. Même accusation pour la Sodiam qui, selon l'État, réclame quelques 150 millions de dollars en investissement qui était destiné au rachat de la société de Chrysogono, au joaillier suisse toujours en difficulté financière. Cependant, depuis le vendredi 10 janvier 2020, l'étau se resserre autour d'Isabel dos Santos. C'est à la justice portugaise d'ouvrir à son tour une enquête sur la provenance des biens et avoirs qu'elle détenait au Portugal. Plusieurs entreprises sont concernées. Alors que l'insécurité menace le développement et le progrès diplomatique de l'Afrique dans de nombreuses régions du continent, notamment le Sahel, quel bilan de la campagne Silencing the Guns by 2020 lancée par l'Union africaine pouvons-nous faire aujourd'hui? Le rêve d'un continent sans conflit au vu des récents développements est-il utopique? Élément de réponse avec Siamo Victoria Seji. Selon une étude réalisée en 2017 par Oxfam, au moins 500 000 personnes meurent chaque année en Afrique à la suite de violences armées et de conflits. Une situation à laquelle l'Union africaine veut mettre fin. Silencing the Guns by 2020, en d'autres termes, comment faire taire les armes à feu d'ici 2020, est le projet phare que l'institution compte mener pour y remédier. L'intention est louable, mais quand on interroge les moyens, on doute que l'Union africaine possède les ressources. Prendre en charge ces situations demande d'avoir un pouvoir et une puissance de persuasion et de dissuasion de la part des divers acteurs sur le terrain. D'après Oxfam, les civils, y compris les groupes rebelles et les milices, détiennent plus de 40 millions d'armes contre moins de 11 millions pour les entités gouvernementales. 80% de toutes les armes légères sont aux mains des civils et la menace est grande. 17 pays africains au total traversent une crise majeure, alors que les craintes de génocide et autres violences, notamment sexistes, planent sur le continent. Il y a lieu effectivement de craindre que l'Afrique soit devenue une poudrière, eu égard à des mouvements qui commencent à avoir pignon sur rue et qui se connectent au terrorisme international et puis à la criminalité transnationale. Autre défi, la production d'armes artisanales qui est répandue sur le continent, et ces armes alimentent la criminalité dans plusieurs pays. Beaucoup reste à faire selon les observateurs, surtout en matière de suivi du trafic et autres flux illégaux sur le continent. Le colloque national sur la modernisation de la fonction publique camerounaise est ouvert ce lundi 13 janvier 2020 dans la capitale Yaoundé. L'événement qui s'achève ce mercredi 15 janvier a pour objectif de réfléchir à l'adaptation de l'administration publique aux exigences de l'ère actuelle. La poursuite du processus de décentralisation du Cameroun étant au cœur de cette réflexion. Reportage de notre correspondante Nathalie Mo. La modernisation de la fonction publique camerounaise fait l'objet d'un colloque ouvert le 13 janvier 2020 à Yaoundé. Les autorités veulent promouvoir un changement radical du mode de fonctionnement et une adaptation aux évolutions digitales qu'impose le défi du développement du pays. Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, il est question de se doter d'une fonction publique plus efficiente. L'objectif ici étant de cheminer vers l'éclosion d'une fonction publique plus compétente, plus simple, plus expéditive, moins tracassière, moins procédurière, appelée de tous ses voeux par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement camerounais doit se débarrasser des mots qui minent la fonction publique. Des acteurs du secteur plaident pour un meilleur leadership,
une gestion plus rationnelle des ressources humaines, mais aussi une réforme du cadre juridique. La question de l'amendement du Code des retraites a aussi été abordée. On attend effectivement que, première chose, on applique le statut de la fonction publique de 1994 à travers la configuration de tous les ministères en poste de travail pour qu'on sache ce que quelqu'un de la fonction publique fait à un poste précis. Deuxième chose, qu'on expurge le statut actuel de tout ce qui est inutile et qui entretient le flou, à savoir l'impunité et autres, et qu'on applique effectivement dans ce statut la notion de gestion axée sur les résultats. La modernisation de la fonction publique camerounaise vise 3 objectifs majeurs. Assurer la bonne gouvernance, accroître la proximité avec la population, mais surtout poursuivre la mise en œuvre de la décentralisation, l'une des principales recommandations issues du Grand Dialogue national d'octobre 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.